Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 40 de la saison 4. Nous vous avons laissé la semaine dernière sur Florent qui faisait lui-même l'annonce et le teasing de ce deuxième épisode. Leur histoire est tellement dense, tellement intense, qu'il était impossible de la raconter en un seul. Nous nous retrouvons donc ce lundi, toujours en compagnie de Florent et Benoît, pour évoquer la suite américaine de leur péripétie, qui, elle non plus, n'est pas exempte de difficultés. Quand on vous dit que nos parcours prouvent que nos enfants sont plus que désirés. Dans cet épisode, j'ai aimé la poésie de la métaphore qu'utilise Florent pour arriver à se détacher de leurs échecs en ne personnalisant aucun embryon, mais en pensant que son enfant était caché dans l'un d'eux. Je vous avoue que j'ai été très touchée par cette famille que je ne connaissais que dans un cadre professionnel. Benoît et Florent, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée en acceptant de vous replonger dans ces souvenirs douloureux pour témoigner et rassurer les papas qui se retrouvent confrontés à ces épreuves. Savoir que l'on n'est pas seul est essentiel quand le doute s'immisce dans nos têtes et finit par guider nos décisions. Si vous arrivez sur cet épisode sur le podcast, je vous invite à écouter l'épisode précédent qui est vraiment utile pour comprendre ce parcours de GPA dans son intégralité. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de nous retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio de mon compte Instagram @lesenfantsvontsbienpodcast. Maintenant, place à l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent, bonjour Benoît. Bonjour Constance. Je vous remercie beaucoup de vous être à nouveau rendu disponible pour l'enregistrement de la deuxième partie de cet épisode et de votre GPA aussi, puisque elle se découpe réellement en, on va dire, au moins en 2 parties. On pourrait peut-être presque en faire plus. Je vais inviter nos auditeurs à écouter le premier épisode pour découvrir vos présentations et l'histoire de votre rencontre. Et là, on en était resté après avoir débriefé la partie canadienne de... Alors, on va pas dire de votre GPA parce qu'il y avait une partie qui était déjà américaine à l'époque, mais la partie canadienne de la... La partie mère porteuse canadienne. Voilà, la partie mère porteuse canadienne. Maintenant, on va passer à la partie mère porteuse américaine. Pour faire un rapide résumé, en 2018, vous vous étiez retrouvé avec une dernière mère porteuse. Non, alors en rapide résumé, effectivement, fin 2018, on se retrouvait avec à avoir dû annuler un nouveau transfert avec une deuxième mère porteuse, après donc 3 échecs avec une première, parce que c'était révélé diabétique. L'agence nous imposait de continuer avec elle malgré le diabète, nous présentait des profils qui étaient manifestement destinés à ce qu'on laisse tomber, puisque c'est pas du tout possible de s'engager dans le GPA avec les femmes qu'on proposait, qui étaient trop âgées, qui avaient des enfants toutes seules et qui pouvaient pas gérer en plus une grossesse sans être supportée par un conjoint, une conjointe. Bref, ça n'allait plus. On était vraiment le couple de la loose pour l'agence canadienne qui nous l'a très bien fait sentir. Et donc, après avoir voulu mettre ça en pause pour attendre, pour souffler, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'arriverait pas au Canada, qu'il y avait trop de demandes, pas assez de mères porteuses disponibles et qu'on n'était clairement pas la priorité de l'agence. On était même leur talon d'Achille, qu'on les embêtait un peu avec parcours chaotique. Et donc, on a effectivement décidé, début 2019, c'est ça, de laisser tomber l'agence canadienne, et de laisser tomber tous les investissements financiers qu'on avait fait là-bas. Évidemment. Et de contracter avec une agence américaine à Las Vegas. Donc, nos embryons étaient effectivement déjà en Californie et eux n'ont pas bougé, sont restés en Californie.
Avec quoi? Avec la clinique. Avec une clinique. Et donc, on a contracté avec une nouvelle agence américaine. Et là, tout de suite, c'est ce que disait effectivement Benoît dans la fin du premier épisode. On a une différence absolument majeure. C'est le rapport avec nous, qui est un rapport, certes, de clientèle. On a un service et ils sont là pour qu'on soit content. Mais le service n'était pas que vous ayez un bébé. C'était que l'expérience soit bien. Et on a été soutenu du début à la fin, puisqu'on a continué à avoir des galères après, qu'on va vous raconter. Mais on a été vraiment soutenu. Et là, pour le coup, à chaque fois que quelque chose n'allait pas, alors qu'au Canada, c'était le couple qu'on met sous le tapis, là, c'était OK, le couple qu'on remet en haut de la pile parce que c'était pas possible. Et donc, c'est pas possible. Donc ça, c'était génial. Donc effectivement, début 2019, on se remotive, on contracte avec une agence que des amis nous conseillent. Et assez rapidement, là aussi, on nous propose un profil. Et même là, cette fois-ci, on a douté. Parce qu'en fait, ils nous avaient tellement dit, vous savez, ici, on prend soin de sélectionner, on prend soin de leur faire des examens à l'avance, ce qui fait qu'on ne vous propose un match qu'une fois que tout est validé, que lorsqu'on nous a écrit quelques semaines après en disant « Ah bah finalement, j'ai pensé à vous, parce qu'on a cette jeune femme qui est formidable, qui fait pour vous. En fait, elle vient de rentrer, on n'a pas encore eu le temps de tout valider. » On s'est dit « Ça recommence. » C'est clair. C'est pareil, c'est le même discours, on nous présente quelqu'un. Bon. Mais, ouais, vas-y. Non, c'est validé, juste pour préciser, c'est que les mères porteuses, une fois qu'on est match avec elles doivent passer un certain nombre d'examens avec la clinique. Et pour être un peu validé au niveau médical. Pour être sûr que tout va bien pour elle. Et là, ce que nous avait vendu l'agence, c'est que nous, toute cette partie médicale, on l'a fait aussi en amont pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la validation médicale de la clinique. Donc, ça fait gagner un peu de temps. Et là, l'agence nous avait un peu de temps, et aussi, ça nous évite de nous investir, parce qu'on s'investit tout de suite avec quelqu'un pour qu'on nous dise après, ah, bah, finalement, elle est malade. Ou elle peut pas, parce qu'elle a pas, c'est pas possible. Bon. Donc là, ça nous a un peu interpellé le fait qu'il y avait une petite différence entre, oui, on valide avant, et puis là, on vous propose quelqu'un qu'en fait, on n'a pas validé médicalement de notre côté. Mais bon, ils ont été transparents. Oui, mais on a quand même douté. On s'est dit, en fait, c'est un discours commercial. Mais bon, alors, on apprend de nos erreurs et pas tellement. On s'est quand même dit, est-ce que on fait warning, qu'est-ce que c'est ce discours qui n'est pas cohérent, et donc on dit non, ou est-ce que, comme le profil est sympa et que bon, tout a l'air sympathique, allez, on se tente. Et on a quand même dit, allez, on retente, parce que nous, le temps passait, on n'avait pas envie de réattendre longtemps, on avait peur. Donc on a dit OK, donc là commence un match. Et là, c'est vrai que le premier Skype qui se faisait alors en présence de l'agence, ce qui n'était pas le cas des autres, où on nous avait donné nos contacts respectifs. Là, l'agence nous fait un Skype parce qu'en gros, on nous dit voilà, on se présente les uns les autres, on discute, et même après, l'agence nous a dit je me retirerai du Skype pour vous laisser finir. En revanche, on vous donne pas vos contacts tant que le contrat n'est pas signé. Donc c'est un premier contact entre vous direct, mais ensuite les contacts ne seront pas directs tant que le contrat n'est pas signé. Donc d'un côté, c'était on fait un premier Skype, mais après on se reparlera plus. Bon. Alors déjà, il se trouve que le Skype lui-même a été effectivement génial. Il a ressemblé à tout ce qu'on nous avait décrit d'avant, de vous verrez, ce sera super. Elle était Beverly et son mari, les deux étaient présents, hyper positifs. Bon, évidemment, souriants, posant des questions. Ils étaient au courant de la difficulté de notre parcours d'avant, c'était pas caché. On avait fait un petit film de présentation parce que ça dans le package de se vendre, on nous propose, et donc c'est vrai qu'on avait bien investi nos petits clips qui étaient assez sympas, franchement, donc il y avait matière à en parler, et du coup on nous avait beaucoup rebondi dessus, voilà. Et elles nous expliquent leur projet. Donc eux, un jeune couple, ils avaient à l'époque juste 30 ans, parce que non, je crois qu'elle a fêté les 30 ans pendant les premiers mois. Juste 30 ans, ils avaient une fille, et puis pas d'envie d'avoir d'autres enfants, et elle avait travaillé dans une clinique de fertilité, donc au contact des gens, et donc en gros, on a envie d'aider. Bon, ce qui est un discours qui est assez fréquent. Bon, là, on le sentait qu'il était réel, on a envie d'aider et tout. Et donc, je sais plus combien de temps on parle, mais Marie, la jeune femme de l'agence, s'en va, et nous, on a continué. Enfin, vraiment, c'était sympa. On a encore des captures d'écran. On était à l'aise, et c'est vrai qu'on était à l'aise. Et on est ressorti de là, nous, plutôt contents, ouf, parce que dans tout ça, faut pas oublier, voilà, qu'on crée une relation qui vient un peu de nulle part, donc une relation qui n'est pas facile à créer. Ouais. Donc si déjà ça part bien, on se dit un premier truc, ok, bon, on a l'air de. Ouais, les bases sont bonnes, quoi. Bah voilà, on a l'air de fitter déjà notre esprit. Les bases sont bonnes et sympa. Bon, très bien. Donc là, c'était en février, on était au ski, à février 2019. Ok, super, on avance dans les. Bon, elle va faire son screening finalement, tout va très bien, c'est déjà ça. On avance dans les papiers. Et là aussi, on se dit, disons que ça y est, on a touché le fond, on remonte. Les premiers examens et ce qu'ils appellent le mock cycle, donc le cycle
il faut faire un cycle faux, normalement un cycle d'essai de Beverly se passe tellement bien qu'on nous propose, on nous prévient en dernière minute de le transformer en vrai cycle. C'est-à-dire que ça réagit tellement bien, elle est en forme, elle va bien, elle est contente. Les feux verts, les feux peuvent pas être plus au vert. Allez, on y va. Donc là, je me souviens qu'on s'est grouillé parce qu'il fallait qu'on finisse les contrats, qu'on finisse des 3 trucs. Grosse speed. Pour faire, du coup, un premier transfert auquel on décide de se rendre. Je me souviens qu'en 3 jours, on a dit clac, on pose 3 jours, on va en Californie parce qu'on voulait les rencontrer aussi. Et donc, on fait un aller-retour. Alors, c'est très glamour de dire ça comme ça. On fait un aller-retour à San Diego. Bon, en vrai, tout c'est un peu fatigant, un peu. Mais bon, hyper sympa. On prend un petit déjeuner, je me souviens. Parce qu'on commençait à connaître San Diego, hein, donc on commençait à avoir des habitudes. C'est hyper sympa. Surtout, on va les chercher à leur hôtel, donc on se tombe dans les bras. Et pendant une journée et demie, parce que leur séjour là-bas dure à eux une journée et demie, quoi. On a été leur chauffeur, mais pas dans le sens où on les a transportés, mais plutôt on a passé la journée et demie avec eux, alors que les autres, on s'était juste rencontrés. Et puis après, c'est parti là, on va à l'hôtel, ils avaient un cadeau pour nous, c'est bête, mais voilà, ils avaient fait des petites démarches, on a pris un petit déjeuner ensemble, cadeau, on est allé au transfert. Le transfert, donc hyper émouvant. Eux, ils étaient à fond, petit symbole, on a mis parce que je sais pas si c'est le cas d'ailleurs en France ou en Europe, mais l'ananas, c'est un symbole de fertilité aux États-Unis, et donc elle avait des ananas partout. Enfin, ils avaient offert des cadeaux, ils avaient offert une petite lampe en ananas qui est toujours dans la chambre de Gaston. Donc bon mood. On arrive à San Diego où toute l'équipe commençait aussi à nous connaître, et donc le transfert se passe. Donc c'était la 2e fois qu'on assistait à un transfert. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est un moment aussi anodin. Enfin, la plupart de vos auditrices le savent, mais aussi anodin que hyper émouvant pour nous. Franchement, on était derrière. Nous, on dit rien, on est derrière. Elle nous sourit, petit selfie, on nous montre la photo de l'embryon, et puis après, le process lui-même, on suit par des petites caméras le chemin de nos embryons où il y a notre nom sur la petite fiole jusqu'à nous, qu'on voit l'infirmière arriver avec son embryon comme ça. Enfin, tout ça. C'est vrai que c'est super émouvant, même pour nous. Je me doute. Et le transfert se passe, et puis bonne ambiance, super. Bon, là, petite fatigue, on se dit, ok, on se retrouve, et on va chacun faire la sieste, et on se retrouve ce soir. Ok, très bien. Et là, on se retrouve dans San Diego. Et on se dit, on va boire un verre. Vraiment, on était détendus. Alors, la première fois, chacun était resté à son hôtel. Là, on va boire un verre et tout. Et bon feeling et tout ça. Donc, on commence. Et là, lui, il commande une bière. Alors, c'est un petit détail, mais franchement, ça nous a mis dans le bon esprit, en fait. Il commande une bière et elle commande un verre de vin. Et là, on se regarde avec Benoît. On dit, c'est-à-dire qu'elle a l'embryon dans le ventre depuis exactement 5 heures. Elle commande un verre de vin. Alors qu'en plus, elle se décrivait très végétarienne. En même temps bonne vivante, hein, parce que ils sont en train d'ouvrir une brasserie livres et bière dans leur ville avec son mari. Et elle prend un verre de vin. Et là, en 2 secondes, on se dit, ok, donc on se souvient que dans le processus de GPA, contrairement au processus des PMA où vous maîtrisez, on est ceux à qui on va faire le cadeau. Ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre grossesse. C'est très clair dans la tête de tout le monde, mais d'ailleurs dans la nôtre. Et dans les discussions, il y a, moi je suis végétarien, mais je veux dire, si toi t'es pas végétarien et que t'as envie de manger de la viande, on va pas t'imposer de pas manger de viande. Et l'inverse, on va pas t'imposer d'en manger si t'es, voilà. Et donc, en 2 secondes, on se dit, est-ce qu'on passe pour les mecs qui sont en mode contrôle de ton corps, dis donc t'es mignonne, mais tu enlèves tout de suite ce verre de ta bouche parce que c'est non bébé, ou pas possible, ça va partir, et puis tant pis. Et en même temps, on pouvait pas ne rien dire. On s'est dit, putain, si on est tombé sur une folle furieuse et qu'en fait, et donc en 2 secondes, je dis, très bien. J'avais l'intention de prendre un soft pour t'accompagner, mais puisque tu prends un verre de vin, c'est super, j'en prends un aussi. Et là, elle tilt, en fait, je pense. Elle dit, oh pardon, mais ça vous gêne? Non, parce que vous savez, à ce stade-là, il n'y a pas de placenta, donc il n'y a aucun échange. Elle commence à nous expliquer les trucs, et ça nous a totalement détendu. Alors bon, je sais pas si c'est le discours qu'un pédiatre nous aurait dit, mais ça nous a détendu sur le côté, non mais les gars, on se détend, je sais ce que je fais. Déjà, j'ai eu un bébé, et puis j'ai travaillé dans des cliniques, je sais ce que j'ai réfléchi à tout ça. Et donc, on dit, pas de problème. Et puis, elle a pris un verre, et je veux dire, très, très oui, c'est pas minable, quoi. Non, tout, c'est pas pour fêter ça, et clac. Mais en fait, ça nous a donné tout de suite un signe de, ok, elle est en contrôle, mais elle est détendue. Ce qui est quand même, c'est pas facile d'être détendu quand on est au bout du monde. Donc, on est déjà content qu'elle le soit, surtout notre toute première mère porteuse, pour ceux qui ont écouté le premier épisode, était plutôt en mode stress. Elle nous balançait tout, elle nous reprochait ses douleurs, ses sacrifices, tout. Enfin, c'était horrible. Et bon, là, super. Et nous, clairement, on est en mode, on a touché le fond, on a changé de pays, on a changé d'agence, on a une 3e apporteuse et cette fois-ci, on tombe sur quelqu'un avec qui on fit. On a oublié de le dire, mais on a épuisé tous nos embryons qui avaient passé les tests. Enfin non.
Pas non, tout à fait, parce pas que dans encore. tout ça, on en est quand même au 5e essai, mais seulement 2 embryons ont été utilisés, puisque le 3e avec la D'accord. première porteuse N'a pas, bah milieu non, t'as est- été transféré. Donc c'est notre 5e essai, mais seulement 3e embryon, donc c'est encore un embryon qui a été sélectionné, si je peux dire. Donc on se dit là, c'est bon. Et c'est vrai tout en se disant bon, ça peut marcher, on n'imaginait pas, on se dit bah là, ça marche pas, en fait, c'est la fin du monde. Toi, plus que moi, je pense. Moi j'étais vraiment en mode, je disais à ma psy, pour moi c'est très très clair, on va vers la falaise, et soit on tombe, soit on prend le petit chemin qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, mais qui est sur le côté, et c'est bon, on reste sur la falaise. Je me souviens que c'était la Gay Pride, c'est la première Gay Pride que je faisais donc c'était en juin 2019. J'avais créé une association d'avocats LGBT, on était sur notre charte, c'était énorme et tout. Oh, trop bien. Attends, j'aurais aimé voir ça. Et on avait eu donc quelques jours avant un test urinaire positif, comme on aime les voir positifs, c'est-à-dire franchement sur la photo c'est pas très clair, mais enfin bon, elle nous dit qu'elle voit quelque chose, mais bon on sait pas. Donc on se dit ok, c'est bon, c'est pas très clair, mais c'est bon. On attend. Puis premier test bêta positif avec un taux quand même qu'on n'aime pas trop, mais bon, il y a des discours assez différents en Amérique, c'est pas tellement le chiffre, c'est juste qu'il faut que ça double. Mais quand même, avec le recul, on a quand même toujours eu, nous dans nos embryons, toujours eu des taux assez bas, même dans Gaston qui a marché. Bon. Mais là on a un petit truc pas trop, elle nous dit oh il faut que ça double, ok. Enfin non, il faut que ce soit plus 66%, je me souviens. Et nous on s'est dit ah bon, ils sont passés à plus 66% alors qu'il y a 2 ans, il fallait que ça double. Et deuxième test bêta, plus, je crois, c'était genre un plus... Non, deuxième test bêta, négatif. Et là, je me souviens, on était au restaurant. C'était en juin. On était au restaurant. C'était le 4 juillet, jour de ma fête, puisque le lendemain, mes parents m'avaient souhaité bonne fête, et je dis non, attendez, excusez-moi, pas possible. Et là, on était au restaurant là, pour attendre le deuxième bêta. Et en plus, c'est annoncé par l'agence américaine, par mail. En même temps, la mère porteuse, ça c'est un truc qui est fou, n'a pas accès aux résultats. C'est la clinique et c'est la clinique qui nous balance. Alors qu'on trouve ça même violent pour elle. Et là, je me souviens, Benoît, tu te levais de table. Franchement, alors là, le coup l'émotion monte parce que là, on a commencé à se dire, on était maudits. C'était le drame absolu. Benoît se levait de table et je lui dis, attends, ça y est, on a le mail. Et j'ai juste le temps de lire I'm so sorry. Et je dis à Benoît, oh, c'est fini. Alors là, on est parti. On est parti du resto. Les pleurs comme jamais j'avais eu, des pleurs de désespoir absolu, en se disant c'est foutu. Et en même temps, écrire les textos à Beverly, bon, allez, c'est pas grave. Mais nous, là, on s'est dit, on a tout changé. Là, il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible. 3 mères porteuses, 2 agences, 2 pays, 4 embryons, 6 essais, pas possible. Je crois que c'était le moment le plus dur. Le moment le plus dur. Même par rapport aux autres qui vont arriver. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on était plutôt, je pense que là, on y croyait encore et que c'était un petit peu là, on est tombé. La grosse douche froide. Si ça marche pas là, c'est foutu. Ouais. Et pour le coup, alors là, on peut résumer parce que il y a eu encore 2 essais ratés après. Oh mon Dieu. Donc, avec cette même Beverly qui était pourtant, elle, à mort à fond et tout allait très bien. Donc, après cet essai en juillet 2019, septembre 2019, puis décembre 2019, 2 échecs à nouveau. Et donc on arrive à la donc là nous alors là plongé, c'est vrai qu'on l'a Benoît, tu le disais plus à tes parents, on n'en parlait plus, on voyait personne. Mais déjà. Moi je crois que l'avant-dernier, le 3e, ça a été le 3e échec, donc en décembre. Pour moi c'était le plus terrible et là les médecins nous disant toujours bon, il y a toujours pas de raison. Nous, on n'arrêtait pas de leur dire, mais est-ce qu'il faut refaire les embryons? Est-ce qu'il faut donner un autre sperme? Mais tout allait bien dans le sperme, tout allait bien dans les embryons. Il n'y a toujours pas de raison. Tout va très bien chez Beverly, qui a parfaitement réagi aux 3 cycles. Mais donc, on arrive à la fin des 3. Et donc, ils nous disent, on vous propose le protocole habituel. Il faut changer la porteuse. Et là, on leur dit non. Mais ce qui fait que nous, je pense qu'il y avait un côté, on le sent avec elle. Et aussi, probablement, après, c'est fini. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Puisqu'on ne se donne pas la possibilité de changer. On voulait pas aussi se réinvestir. Alors que là, Beverly, ça faisait quand même combien de temps? Ça faisait 1 an et demi. 1 an, quand même. Et puis là, pour le coup, pendant ce temps, les échanges WhatsApp, c'était très sympa. Tous les jours. Et spontané. On s'est jamais fait de vidéo en live. On n'était pas très vidéo ni nous. Mais par contre, des petites photos tout le temps. Et là, donc, on leur dit non, nous, changement de mère porteuse. On comprend que c'est votre premier conseil. On va demander à Beverly d'abord. Oui, oui, déjà. Est-ce qu'elle veut bien continuer? Parce que le contrat, c'était 3 essais. Bah oui, bien sûr. D'accord pour continuer. Et là, on s'est dit, si elle dit non, j'en ai marre, parce que ça fait 1 an que je me shoot, super.
Elle dit, les enfants, les garçons, on continue jusqu'à ce que vous ayez un bébé, on re-signe un avenant s'il faut pour 3, mais on continue. Donc là, déjà. Puis surtout, elle avait toujours, elle, cette énergie positive. Oui. Elle n'était pas du tout dans le qu'est-ce qui se passe, mon corps va pas. Non, je suis désolé. C'était un peu genre, c'est comme ça, les enfants, c'est la nature. On voyait qu'elle était de ce milieu-là. Bon, voilà. Ouais, elle était, moi, ça m'a aidé. Ah, bah, le fait de voir qu'elle était clairement. en mode win, c'était cool. Donc, on dit, OK, elle veut continuer, c'est déjà ça. Très bien. L'agence, la clinique nous dit il faudrait changer, enfin on vous conseille de changer, mais vous voulez pas, on comprend très bien, ils nous challenge pas du tout. Non. Ok, on continue, d'autant qu'ils nous disent, d'autant que tout va très bien chez Beverly. Et nous on leur dit attendez, les embryons, qu'est-ce qui va pas? Si là on a tout changé jusqu'à présent, on a changé les mères porteuses, on en a eu 2, on a fait 6 essais, on avait épuisé cette fois-ci le stock d'embryons qui avait été sélectionné, donc là on était dans les embryons non testés, donc ils pouvaient très bien ne pas s'accrocher de toute façon. Et donc par principe on descendait en grade. Alors je sais que ça veut pas dire que c'est purement visuel, mais enfin quand même on entend dire qu'on descend en grade d'embryon, donc c'est un petit peu flippant. Et puis on descend en stock aussi, hein. On en avait 15 quand même au début. 15, waouh. Ah ouais, 15. On en avait L'équipe de foot quoi. 19 qui ont été fécondés, 15 qui sont restés, 4 qui ont été supprimés par le PGS, donc on en avait 11 à implanter. Et là on en avait implanté 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il nous en restait 6. Et elle dit ok, on continue. Et donc la clinique nous dit bon, vous voulez pas changer la porteuse, très bien. Pour nous changer des embryons, il n'y a pas de raison. Enfin un jour ou l'autre si vous voulez, il n'y a pas de raison. Mais en revanche, la prochaine étape pour nous, c'est évident, c'est d'en mettre 2. Parce que oui, on l'a pas dit, mais jusqu'à présent, on avait toujours mis un seul embryon. Parce que bon, déjà, on se disait est-ce qu'on arrivera à faire des jumeaux, et parce qu'on était très inquiet pour la question de l'assurance qui se pose beaucoup en matière de GPA, puisque vous savez qu'on paye tout aux États-Unis, qu'on n'a pas la Sécu, et que la néonate, bon, les gens le savent pas en France que ça coûte de l'argent un accouchement et une néonate parce que c'est remboursé. Là-bas, on le sait, mais c'est entre 6 et 10 000 euros par jour. Alors déjà pour un bébé qui a un petit pépin, c'est une chose, mais pour des jumeaux qui ont toutes les chances de naître avant, même s'il n'y a pas de choses graves, rien que si c'est 15 jours de néonate, on est mal. Moi, j'ai reçu la facture pour les triplés, je peux te dire que... Ouais. Alors, nous, c'est un truc... Pourquoi j'en reçois cette facture avec 5 chiffres, presque 6? Ouais, c'est ça. Pour Pour peu qu'ils naissent vraiment en mode, bon, bah, il y a eu un petit pépin, ils naissent à des prématurés à 7 mois, et qu'on doit rester un mois, à la maternité, ça nous ruinait la vie. Enfin, ça veut dire mais c'est clair. Alors, tout le monde nous disait, oui, mais vous savez, les gens payent pas, et oui, mais enfin, entre eux, on paye pas, et on a quelqu'un en Amérique qui un jour peut venir nous saisir, ou juste on peut pas y retourner. Enfin bon, bref, c'est une angoisse qu'on voulait pas. Ouais. Et puis, de toute façon, ce qui nous a été, on s'est pas challengé non plus. Beverly a d'abord dit, écoutez, pourquoi pas, et puis après, elle a dit, écoutez, je le sens pas. Donc, en fait, on était raccord. On était raccord. Moi, j'étais soulagé qu'elle dise non, parce que franchement, on avait trop peur. J'avais trop peur. Alors, bien sûr que quand on se fait face, on se dit, est-ce qu'on préfère 0 ou 2 d'un coup? Bah, évidemment, on était prêt à vouloir 2 d'un coup. D'où la proposition, mais, on était très content que personne ne nous challenge, que la clinique ne nous challenge pas, que Beverly challenge, et qu'on se dise juste, on continue, ça ne peut pas ne pas marcher. Même si. Mais ça, je crois que cette question d'en mettre 2 s'était posée, pas au dernier échec du décembre. Non, déjà avant, celle d'avant. Ce qui s'est posé comme question après le dernier échec de décembre, le troisième échec avec Beverly, c'est de savoir si effectivement on devait pas, vu qu'on voulait pas changer les autres éléments de l'équation, est-ce qu'on voulait pas rechanger le donneur et donc refaire des embryons. Voilà, c'était la bonne question. Oui. Et on a... Parce que voilà, nous, dans notre histoire, juste, on a eu un seul donneur, c'est notre choix depuis le début, et pas du tout pour des raisons médicales, donc on aurait pu, mais voilà, moi j'avais toujours toujours projeté dans une paternité construite, ça m'excitait beaucoup, et Benoît, quand on avait discuté très, très vite, il a dit, ah bah moi l'adoption, je sens pas trop, parce que j'ai l'impression que je dois, comme il a expliqué la dernière fois, j'ai l'impression que je dois transmettre, donc très vite on a dit, ah bah très bien, bah on n'a qu'à faire une GPA, c'est toi qui donnera, et moi je serai personnel, ok, très bien, et ça n'a jamais été challengé, on s'est construit comme ça. Là, ça remettait un peu en question. Moi, j'aurais dit évidemment oui s'il y avait eu, parce qu'on a décidé en fait de pas faire ça maintenant et de se donner se poser la question après le quatrième. On n'avait pas décidé. Là, c'était la fin d'un an. De se poser la question après le troisième. Enfin, là, après le troisième, c'était ok, c'est foutu. Là, on avait pris rendez-vous avec un nouveau médecin. On se dit, voilà. Donc, on n'a pas assez à ce moment-là. Donc, c'était sur le tapis, mais on n'a pas pris la décision de faire quoi que ce soit, parce qu'on a eu autant notre médecin de la même clinique, qui est intervenu à la demande de son collègue d'ailleurs pour nous dire que, alors je crois que il y avait une en fait après nous on l'a dit voilà, on veut avoir une sorte de deuxième avis. Ah oui, deuxième avis. Parce que l'autre médecin nous dit bah y a rien, je peux pas vous expliquer, il y a rien, et elle nous confirme bah oui, il y a rien, tout est bien fait, très bien. Et effectivement, même si on peut pas vous expliquer pourquoi, la prochaine étape c'est peut-être de refaire des embryons après tout tentons.
Et si vous voulez faire des embryons, donc on était tout début 2020, si vous voulez faire des embryons, eh ben, ce serait dommage, et nous explique que ce serait dommage que vous ne donniez pas tous les deux votre sperme, parce que pour peu que ça ne marche toujours pas avec l'autre, vous aurez toujours en tête de dire, et si ça se trouve, même si les médecins nous disent que non, si ça se trouve, il y a un problème avec un sperme, il faut qu'on essaie avec les deux. Donc là, c'est vrai, comme dit Benoît, tout en, d'un côté, on n'a pas hésité, on s'est dit, bon, bah, bien sûr qu'on va faire ça, on préférera en avoir, je veux dire, on se rééquilibrera. Mais c'était pas si facile que ça, donc ça nous re-challengeait sur notre processus. C'est pour ça qu'on s'est dit, mais nous a proposé aussi autre chose en nous disant, et d'ailleurs, on peut aussi changer un petit peu la méthode, qui était, ça avait trait à la décongélation de l'embryon, d'attendre un petit peu plus longtemps. Non, c'était pas que ça, c'était, puisque vous avez décidé de faire des embryons, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vous propose donc il vous en reste 6 que vous avez décidé de détruire. Eh bien, je vous propose de faire un essai. On en décongèle un nouvel essai. On en décongèle non pas 1, mais 3. On ne met pas les 3, puisque vous n'êtes pas d'accord, mais on en décongèle 3. Et au lieu de les faire attendre 2 heures avant l'insémination, on les fait attendre toute une nuit, parce que si ça se trouve, on se rendra compte qu'en fait, effectivement, sans qu'on le sache, vos embryons ne tiennent pas, ils durent 2 heures, et en fait, à chaque fois, ils meurent tout seuls. Et bon, bah voilà. Donc là, c'était début tu sauras quoi. Bah, on se dira, bon, bah, il y a manifestement un truc, les embryons, ok. Et là, on est début mars 2020. Et qu'est-ce qui arrive début mars 2020? Notre rien. COVID. Et donc, avant même que ça ne devienne une réalité chez nous, le travel ban américain. Ouais, exactement. Parce que nous, au moment où on décide de refaire des embryons, on apprend qu'il n'y a plus. Si, puisqu'elle a dit. Si. On l'avait décidé. On fera un petit check pour moi après. Hein. Pour moi, on l'avait décidé, puisque c'est la raison pour laquelle on avait décidé d'en faire, qu'elle nous a dit, bon, bah, puisque ceux-là sont foutus, décongélons 3, et le temps que vous refassiez vos embryons, on a le temps de faire un nouvel essai. Mais on était prêts. Ouais. Sauf que, bam, interdiction de voyager. Donc là, heureusement qu'on avait le recul à l'époque, parce que on s'était dit, oh là là, zut, on va pas pouvoir voyager pendant peut-être 1 ou 2 mois, on le sentait bien. Mais si on avait su que c'était parti pour 1 an et demi sans aller aux États-Unis, enfin, c'était mort. Non, mais c'est clair. Parce que quand même, on peut le dire, un petit spoiler, ça y est, c'est la fin des emmerdes, c'est le bébé miracle de dernière minute. Et donc. Finalement, il tenait ces embryons, il était caché au numéro 10, ce petit coquin. L'attaquant. C'est ça, c'est vrai. Et donc, elle nous dit, écoutez, on en décongèle 3. Et donc, le rendez-vous de transfert est prévu pour le 6 mars, sachant que le travel ban, ça a été genre le 1 ou le 2 mars, je sais plus. Nous, on n'était pas encore confinés. 6 mars, donc Beverly va là-bas. Alors, on est en direct, on suit. Les 3 embryons ont bien été décongelés. Les 3 embryons se sont magnifiquement développés dans la nuit. Manque de bol. Enfin, c'est super, mais du coup, ça ne nous aide pas. Du coup, t'en perds 2. Donc, on avait bien dit au médecin, s'il vous plaît, on change pas, vous mettez le meilleur des 3. Vous loupez pas, mettez pas les 3. Vous mettez le meilleur des 3, et puis tant pis, il y en a 2 qu'on a décongelés pour la beauté du geste. Et donc, l'insémination le 6 mars et test de grossesse le 17 mars, donc le jour du confinement. Je me vois, moi, en train d'installer mon petit bureau, mon petit cabinet, Benoît est venu dans la chambre en disant, oh, c'est positif. Et je me souviens avoir dit, qu'est-ce que ça fout là, ce test positif? Bah, ça alors. Bon, mais en même temps, on se souvient qu'on avait déjà eu plusieurs tests positifs, premier test positif, donc vraiment, c'était, très bien. Évidemment, on a envie d'y croire, mais vraiment, moi là, je me suis... Moi, j'y croyais plus que toi, en fait. Et moi, entre-temps, dans mon cahier, j'avais arrêté d'écrire mon cahier parce que je tenais un cahier depuis 3 ans dans lequel je parlais au bébé. Et genre 1 mois et demi avant, j'avais fait un dernier mot dans lequel je ne parlais plus au bébé. J'écrivais, mais en fait, tout ça, c'était une connerie. Enfin, j'écrivais mon journal, mais j'arrivais plus à lui parler au bébé en lui disant, tu n'existeras pas. Mais il n'existera pas. Et j'avais arrêté. Et puis, bon, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a bébé miracle. Donc, premier test positif, test bêta positif, deuxième bêta positif avec le bon truc. Et là, on a passé. Alors, ce qui est bien, c'est que le confinement, bah, plus personne ne posait de questions parce que tout le monde se disait bien qu'on était les premières victimes de ce travel ban et qu'on était au fond du seau. Ouais. Donc, on a passé l'intégralité du premier trimestre puisque la 12e semaine, c'était le 11 mai, le jour du déconfinement, puisque mes parents sont venus à la maison pour fêter le déconfinement et leur annoncer le jour même. Ah, donc, excellent. Le premier trimestre, on n'a pas eu besoin de mentir. Bon, on n'a pas passé un bon confinement parce qu'on a passé notre vie sur Instagram à être décomposé à l'idée qu'elle nous disait qu'elle avait plus de nausées, qu'elle allait mieux. On disait, ça y est, elle est en train de tout perdre. Dès qu'on avait une nouvelle comme quoi elle avait plus de nausées, nous, elle est très contente, mais pas nous, en fait. Mais c'est vrai que bon, voilà, après, c'est des choses classiques, donc, mais on a vécu parce qu'on faisait tout en visio, en direct, donc le battement du cœur, la première écho, tout ça en direct. Et, bon, après, c'est une grossesse normale qui s'est parfaitement passée. Nous, on s'est vraiment lâché qu'après le 6e mois, on a acheté un tout premier truc en septembre, alors que la naissance était prévue en novembre.
Et puis bon, après ça suit son cours normalement, on finit par y croire, on l'annonce, tout va bien, aucun pépin pour la grossesse, et puis voilà, on est allé en Californie, en Caroline du Nord, pardon, parce qu'il a donc été conçu en Californie, mais il est né en Caroline du Nord. On est parti le jour du 3e confinement avec suspension des vols. Le lendemain, avec mot d'Air France disant nous maintenons les vols de ce week-end, mais à partir de lundi, retour de la Toussaint en surtout. Donc bien sûr, j'en passe, mais on a eu d'abord toute la procédure que connaissent d'autres pères qui ont eu ça pendant ce temps-là, d'obtenir un laissez-passer à l'ambassade américaine pour pouvoir aller récupérer notre bébé. Un vol Paris-Atlanta, on était 5 dans l'avion avec 12 000 papiers à montrer au Marshal à l'entrée pour être sûr qu'on n'était pas en Puis il y avait prise de température. Prise de température. Le lentille, c'est d'avoir chopé quelque chose avant de partir. Voilà, et puis, c'est clair. Et pareil au retour, Covid, ça pour rentrer. On a mis un peu de temps à rentrer, mais on avait le bébé. Voilà, une fois que t'as le bébé, c'est pas grave si tu restes 3 mois sur le Donc, non, puis après, tout s'est hyper, et pour le coup, notre relation s'est hyper bien passée. Sur place, c'était super. L'accouchement, tout s'est très bien passé. Depuis, on a gardé contact. Et puis, ils sont venus pour le premier anniversaire, pour les an à Paris, de Gaston. Voilà. Elle voulait qu'on recommence tout de suite. Vous avez dit, on recommence tout de suite. Donc, nous, là, on a dit que non. C'était finito. Donc, entre-temps, elle a eu un autre bébé, par GPA. On était en contact avec le couple. Je trouve ça super sympa de réagir, d'avoir un petit lien. Et puis voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut écouter l'histoire jusqu'au bout pour savoir que tout finit bien et que, alors, tout finit bien, mais quand même, pour tout ce parcours, on nous avait dit, vous verrez, vous oublierez, vous verrez. Franchement, moi, je me rends compte que quand des gens autour de nous continuent à le faire, notamment Beverly, quand elle a eu cette nouvelle aventure avec un couple israélien, où ça a marché du premier coup. En fait, ça reste une douleur parce qu'on se dit mais pourquoi pas nous, pourquoi on nous a privés, pourquoi on a dû passer par là. Évidemment, s'il fallait refaire exactement pareil pour le résultat d'aujourd'hui avec ce Gaston-là qui est extraordinaire, on ferait pareil. Mais pourquoi nous et moi, je trouve que ça n'a jamais disparu totalement. Et par exemple, quand notre grossesse a marché, on avait repris contact avec le groupe de parole parce qu'on disait ah, ça y est, c'est parti, tout ça. Et un des garçons, on m'a dit bah ça y est, on a un test positif. Au lieu de nous dire, ah, on est vraiment content pour vous, c'était, bah alors vous voyez, ça servait à rien dans cet état-là. Oh, punaise. Enfin, et eux, ils avaient eu leur premier bébé du premier coup, enfin, il y a une sorte de rancœur. Personne n'y est pour rien, personne n'y est pour rien. Et moi, j'avoue, je suis jamais passé totalement. En fait, on n'a jamais réussi à reprendre avec ce groupe-là. Et pour d'autres raisons aussi. Et pour d'autres raisons, oui, le lien. Oui, c'est vrai que tout ça correspond du moment où les liens étaient difficiles. Et puis moi, avec les enfants, donc c'était possible. Mais je continue. Alors bon, c'est vrai qu'avec le temps quand même, si c'est vrai que mais disons que ça ne s'est pas effacé avec la naissance. Là, ça commence à s'effacer. Ça, je ne réagis pas à chaque fois que d'autres ont un enfant le premier coup ou des copains qui ont leur deuxième enfant, vu qu'en fait on n'est plus tout dans la même projection. Nous, on veut pas de deuxième enfant et donc on a aucune me projette pas sur ceux qui en ont un deuxième du premier coup, puisque c'est pas mon histoire. Il n'y a pas de deuxième chez nous. Mais c'est vrai que ceux qui ont un premier enfant du premier coup, je continue à me dire. Oh là là. Une pointe de jalousie, en tout cas. Ouais, d'envie de dire, vous n'avez pas tout ce petit nuage qui est resté là et qui pourtant n'empêche pas de profiter de Gaston. Hein, ça n'est pas devenu une angoisse perpétuelle qu'il meurt du jour au lendemain. Ça, de toute façon, tous les parents l'ont et on l'aurait eu quand même. Mais ça ne s'efface pas, quoi. Ça ne s'efface pas. Et bon, évidemment, ça apprend une sensibilité meilleure pour toutes nos copines qui peuvent avoir des fausses couches et le discours qu'on entend un peu maintenant, mais qui est pas non plus assourdissant, sur le fait qu'il faut accompagner les fausses couches et le fait que c'est un deuil. Et c'est certes peut-être pas un deuil d'une personne, hein, clairement, je parle de ce discours-là, parce que sinon ça donne du moulin. C'est le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une projection. Mais c'est le deuil d'une vie, parce que ce Gaston, c'est pas exactement l'enfant qu'on a. Alors, il est, je sais pas comment il aurait pu être mieux, donc c'est pas ça. Mais à un moment, notre toute première grossesse, quand on n'imaginait pas que ça ne pouvait pas marcher, il se trouve qu'elle a correspondu à quelques jours près avec la grossesse d'une de mes consoeurs bien connues de la communauté LGBT aussi, une de mes copines, enfin de sa femme plutôt. Et donc, à un moment, on a imaginé que nos enfants allaient être jumeaux, et on se voyait beaucoup à ce moment-là. Et bon, après, il y a la vie, et notamment ça aussi, je pense qu'on s'est pas vu parce que quand leur fils est né, pour moi, c'était la naissance d'une autre. Et ça a continué et même maintenant je me dis
ah tiens, ah non, on aurait eu parfois, ah tiens, il aurait eu 3 ans, d'abord, ça va peut-être moins fatigué parce qu'on est plus âgé. Et qui sait si on n'en aurait pas eu un deuxième, peut-être, parce que c'était pas exclu au début. Maintenant, ça l'est pour plein de raisons. Enfin, ça s'est imposé quand il est arrivé. Il y a eu un côté, ça y est, on est au complet. Enfin, une sorte de miracle, on est au Il y a complet. surtout 2 raisons. C'est la question financière, parce que tout ce process avec les différentes étapes, les changements, etc. Plus ça dure longtemps, plus ça coûte de l'argent. Et une GPA à la base, c'est pas donné, mais quand on a des problèmes, ça l'est encore moins. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui lorsqu'ils ont un problème, n'ont pas forcément les moyens financiers de continuer. Ah bah ça c'est terrible. Ça commence sa Parce que, GPA avec un budget serré. Dans certains côtés, je pense que nous, on a eu la chance d'avoir les moyens de continuer, parce que si on n'avait pas eu, on aurait arrêté. Et peut-être que les 0,1% des personnes qui n'y arrivent pas, peut-être que tous auraient eu un enfant à la fin, mais qu'il y a des éléments qui font qu'on ne peut pas continuer. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, nous, on ne peut pas forcément continuer. Et j'allais y venir, et moralement. Ouais. Il y a quand même une question de psychiquement, c'est épuisant. Et puis après, il peut y avoir aussi un impact sur le couple. Mais c'est ça, j'allais vous poser la question du couple dans tout ça. Et bah, franchement, tout le monde nous a posé la question, même pendant le process. Et franchement, je pense notamment parce qu'on est 2 garçons qui vivons la même chose, comme je l'ai dit dans le premier épisode, à la différence d'un couple hétéro ou d'un couple de femmes où il y en a une des 2 qui vit un truc un peu différent de l'autre. Et donc, on peut se comprendre, se soutenir, mais il y a un moment très personnel, j'imagine, pour la femme qui n'y arrive pas. Et en plus, il y a de la culpabilité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus, se rajoute certainement un réflexe de culpabilité parce que c'est son corps. Tout ça. Donc tout ça, on l'a pas vécu, ce qui fait qu'on a eu la même expérience. On a vécu différemment nos émotions, mais on a eu la même expérience, ça a dû nous aider. Mais c'est vrai que on est sorti un peu miraculeux parce que tout le monde disait comment va le couple et franchement, le couple a été bien. Le couple, il souffre beaucoup plus maintenant d'un petit garçon de 2 ans et demi adorable mais infernal et qui nous pousse à bout. Que de la grossesse, tout notre temps, que de la grossesse, mais pour le coup, on a bien le sentiment que c'est quand même une chance d'avoir traversé ça, et je pense qu'on se remettrait pas en danger. Et puis, en fait, pour moi, quand il y a eu Gaston, il y a un côté, ça y est, on a eu la phase de construction, maintenant on a la phase de vie à 3, on a effectivement encore l'âge et les moyens de pouvoir rebondir, rembourser tout l'argent qu'on doit à tout le monde, et revivre bien à 3, alors que si on recommence maintenant, on recule à nouveau le moment où on va rebondir, et puis on a changé de vie, on est passé en province, tout ça. Il y a vraiment un côté, on a construit la famille, elle est là, maintenant on vit la famille, et franchement, ça n'empêche pas qu'on n'a toujours pas détruit les embryons qui restent. Il y a quand même quelque chose dans la tête qui nous empêche de le faire, mais ouais, en fait, je crois que c'est juste que on a plein de trucs, on n'arrête pas de repousser le rendez-vous. Et peut-être qu'il y a certainement un psy qui nous dirait qu'il y a autre chose derrière, mais on ne se challenge pas du tout la naissance d'autres enfants dans notre famille, genre des deuxièmes neveux. Alors là, moi, je m'étais dit, comme mon frère aura un deuxième bébé après le nôtre, on se dira peut-être, alors là, pas du tout. Il est adorable, mais je ne le projette pas. On a aussi 45 ans, et avoir un enfant à 45 ans, moi, c'était aussi une de mes angoisses dans la GPA, c'est que je me trouvais déjà, quand on a dit un go, je me trouvais déjà un peu vieux pour avoir un enfant, et j'avais quoi, 37 ans? Non, alors là, tu t'idéalises beaucoup, puisque Non, c'est vrai. 39. On a fêté nos 40 ans, c'était la première année, puisqu'on espérait l'annoncer. En fait, t'as raison. Moi, psychologiquement, je me disais, il fallait que ça arrive avant mes 41. Voilà. Donc, on en a été loin, parce que c'est arrivé, à 40 ans. Donc, il y avait aussi ce côté-là. Et juste pour rebondir dans le couple, effectivement, je pense que on s'en est plutôt bien sortis. Mais, il y a quand même des choses qui sont pas faciles à gérer, notamment lorsqu'on n'est pas au même niveau de ressenti émotionnel. Moi, je pense que les moments qui étaient difficiles pour moi, c'était quand Florent était complètement au fond du gouffre et que moi, j'essayais de me sortir, de pas trop y penser et de me changer les idées, et que en voyant Florent pas bien, ça me replongeait dedans. Et peut-être que l'inverse a été vrai aussi. Donc, quand on n'est pas au même diapason en termes de mood, ça peut être difficile. Le truc était dur. Partage, je veux dire. Voilà. Donc non, c'était une aventure longue, douloureuse, même si elle est très belle à la fin. Et au final, on a eu l'expérience, comment dire, un petit peu complète. Enfin, complète, je sais pas, mais idyllique. Au final, on l'a eu, l'expérience idyllique. C'est juste qu'avant d'y arriver, le chemin a été très long, très long. Ouais. Donc, effectivement. Au final, on a eu une très bonne relation avec la porteuse. Oui, au final. Et voilà. Au final, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a cumulé les difficultés biologiques qui, là, sont
incontrôlable et que tout le monde peut connaître, même si c'est rare. Enfin, voilà, encore une fois, c'est rare d'en connaître autant. Et les difficultés au début de gestion de la relation personnelle, commerciale avec l'agence, la pression de devoir dire oui parce qu'on est tellement en demande que... Je pense chaque parcours est différent. Le nôtre, il est un peu représentatif de pas mal de petits points qui peuvent pas aller, sans être autant extrémiste. Par exemple, nous, on a d'autres amis qui ont une relation pas facile du tout avec la mère porteuse, très froide, pas du tout d'investissement émotionnel, qui donnait pas de nouvelles pendant la grossesse. Nous, on a été fous de pas avoir de nouvelles. Ah ouais, tu m'étonnes. Et donc, nous, on n'a jamais eu ça. Enfin, nous, notre parcours, les difficultés qu'on a connues, il y en a d'autres, en fait, qui peuvent aussi... Là où on n'a pas eu de chance, c'est qu'on a cumulé plein de petits bugs, qui fait qu'on se disait, c'est pas possible. La première relation n'était pas optimale, on a pu changer. La relation avec l'agence n'était pas optimale non plus, la première. On s'est souvent dit, ça peut pas être, c'est pas possible, ça peut pas nous arriver ça à nous en plus, on a déjà eu ça. En gros, on a eu notre lot. Et en fait, c'est ça qui a été dur, c'est qu'on a eu. Ouais, vous avez cumulé, quoi. Mais les deux choses qu'on a évité, qui auraient été, je pense, très dures, c'est effectivement la perte de bébé en cours de grossesse. Ça a été très difficile. Et surtout par rapport au Covid, on est quand même bien passé entre les alors là, ça c'est vrai. Alors là, pour le coup, c'est sûr. Si ce dernier essai n'avait pas marché et qu'on a dit bon, maintenant on attend de faire de nouveaux embryons, donc la levée de l'interdiction de vol américaine qui a duré je sais plus combien de temps, mais hyper longtemps. Elle a été levée en novembre 2022. Oui, mais je crois que bien au moins 2 ans, c'est ça. Bon, on va arrêter. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un partage sur l'objet du podcast, ce qui ne fonctionne pas, parce que quand on se lance dans le process, on a cette vision tout va bien se passer, tout est idyllique et ça va arriver et il y aura encore problème. Et en fait, une vision qui encore une fois est assez fondée, puisque parce qu'au final tout le monde a eu des petits problèmes. Oh non, c'est pas vrai. Que ce soit avec l'administration, que ce soit avec le, si. Non, alors là, je pense que Benoît, tu retiens ça pour te rassurer, mais non, on a autour de nous des gens et plusieurs qui. Bon, quand un problème arrive, il vaut mieux savoir que ça peut arriver avant qu'il arrive, plutôt que d'avoir cette image un peu idyllique. Après, il faut aussi avoir peut-être aussi un côté un peu inconscient quand on sent cette aventure, parce que sinon. C'est sûr que on pourrait jamais savoir ce qu'on aurait fait si on avait su, parce qu'on pourrait jamais savoir. Quand même, je pense. Mais je sais pas, il y a eu des vrais moments où on s'est dit mais pourquoi on s'affiche ça Oui. Ouais. Après, voilà. Je pense que si tu avais connu le résultat. Enfin, ce qui est dur, c'est l'incertitude dans ces parcours. Comme dans n'importe quel type de parcours de parentalité, parce que ça, pour le coup, c'est universel. Mais l'incertitude de savoir quand ça va fonctionner et si ça va fonctionner, c'est rude. Et puis, je pense que l'humain sait pas gérer les incertitudes. Les périodes d'incertitude, c'est compliqué. Mais en même temps, j'ai l'impression, alors après moi je sais pas du tout la même expérience, mais c'est vrai que nous on a vécu une grossesse hyper compliquée pour les numéros 2, qui fait que derrière ça nous a permis de relativiser franchement toutes les difficultés qu'on a rencontrées, enfin tout avec les enfants quoi. Donc pendant bien 2 ans, on s'est dit OK, c'est dur, mais on sait d'où on vient et on est contente que ce soit dur quoi. Oui, je suis pas sûr qu'on soit dans ça. Aujourd'hui, on veut dire, si, on a quand même un côté, on sait, voilà, on sait pourquoi, c'est normal de passer par là, et c'est quand même super d'avoir à vivre cette expérience. Oui, bien sûr, mais moi, je ne lis pas, du coup, je pense pas que mon expérience précédente me fait relativiser le côté difficile de l'éducation. De l'éducation, oui. De 2 ans et demi. Mais bon. 2 ans et demi, c'est une période, faut s'accrocher. Oui, et puis on découvre qu'en fait après 2 ans il y a 3, puis il y a 4, et puis que ça se termine vaguement vers 7 ans quoi, et pour enchaîner sur d'autres trucs. Donc c'est ça, là moi je suis dans une espèce de lune de miel jusqu'à la préadolescence. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que l'adolescence quoi, il y a l'après, la post, t'es là mais c'est pas possible. Que les 2 ans c'est une crise aussi d'adolescence. 2 ans. Ah ouais, mais c'est costaud. Et on voit bien qu'il est en pleine construction et que c'est lui-même il sait pas tout ce qu'il veut hein. Enfin, non mais déjà nous adultes des fois on sait pas ce qu'on veut, alors t'imagines bien qu'un enfant c'est compliqué quoi. Au niveau maturité ils se construisent, ils sont pas du tout finis quoi. Du coup des incompréhensions par rapport à des réactions
c'est ça. Difficile à Mais c'est pas grave si la cuillère est rouge au lieu d'être bleue. C'est pas grave, ça marche quand même, c'est une cuillère. Ah oui, ça c'est exactement ça. C'est vrai. Non mais ça franchement, à 8 ans, mes filles des fois elles le font encore quoi. Donc. Ah oui, ah mince, faut pas nous dire ça. Non mais alors pas dans le même. C'est de nous mentir, de nous dire que ça va bientôt finir. Ah oui. Même si c'est pas le cas. Non. Ça va bientôt se finir. Il faut se dire que tout est un cycle. Oui, il y a toujours un début et une fin. Vers quoi, on sait pas. Vaut mieux pas savoir. Mais il y a toujours un début et une fin. Non, mais des fois, encore à 8 ans, oui, elle préfère avoir une cuillère rose qu'une cuillère violette. Elle s'engueule, quoi. Ouais, voilà. Elle est plus accessible à la raison à 8 ans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si tu lui dis, c'est pas grave, mange ton yaourt, sinon il n'y a pas de yaourt, elle va manger son yaourt avec la cuillère violette au lieu de la rose, c'est pas grave, elle va manger. Là, qu'à 2 ans et demi, c'est le yaourt vole. Le yaourt vole et tout, et ça enclenche une suite de catastrophes jusqu'au coucher. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ouais, non, ça c'est vrai. Je me souviens bien de cette période-là. Les triplés, elles ont 7 ans et la grande a 10. Ah oui. Non, moi je suis dans la ligne de miel là. On en profite. Bien. Il faut, je crois. Bon, mais en tout cas, c'est une sacrée aventure votre GPA. Vous avez beaucoup de courage, je le disais justement à ma conjointe là tout à l'heure. En lui racontant, je raconte toujours mes enregistrements. Elle écoute pas mes podcasts, mais je raconte mes enregistrements. Et je lui disais, waouh, enfin franchement, j'admire tous les couples qui persévèrent. Parce que je sais pas, en fait, quand tu t'es pas confronté, tu sais pas si jusqu'où tirer. Mais moi, je sais pas si on aurait persévéré, quoi. Surtout avec les coûts que ça engendre pour vous. Déjà pour nous, on se dit, à quel moment on s'arrête? Ouais. Hein, tu vois, et vous, voilà, vous vous rendez à l'autre bout du monde, enfin peut-être pas à l'autre bout du monde, mais presque, sur des coûts qui sont, où vous rajoutez un 0 à tous les nôtres, voire 2. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'à la fin, quand on avait vidé nos économies, coché la case prêt bancaire, coché la case prêt familial, là c'est sûr qu'il y avait plus grand chose après. Mais honnêtement, je crois pas qu'on ait jamais envisagé le fait de réellement non, le fait de ne pas aller jusqu'au bout. Mais tant qu'on l'a pas eu, parce que finalement il y a la dernière carte qu'on n'a pas jouée, c'était la carte on refait des embryons. Tant qu'il y avait ça nous a aussi aidé. Il reste toujours la solution de refaire des embryons. Par contre, franchement, on le saura jamais, mais le coup de on refait des embryons. Par contre, dans 2 ans, quand la Terre entière se sera remise de ce virus, alors là, je pense qu'on se serait vraiment dit on est maudit, c'est pas possible, quoi. Le truc qui n'est jamais arrivé, il nous arrive dessus. Donc peut-être que si effectivement ça n'avait pas marché, Gaston, et qu'on avait pu aller en Californie un mois après pour refaire les embryons comme prévu et qu'on reparte, peut-être qu'on aurait continué comme ça, mais dans notre expérience, on n'a jamais vraiment envisagé. On l'a envisagé parce qu'on y pense à un moment ou à un autre, mais ça n'a jamais été mis sous le tapis comme une réelle perspective. On s'est jamais posé la question de décider d'arrêter ou de continuer. Ouais. Et quelque part, je pense que ça, enfin, tu vois, si la décision avait été mise dans la balance, même si la réponse avait été oui, on continue, je pense que c'est encore un autre état d'esprit. Enfin, tu vois, c'est encore un autre mood où là, tu subis vraiment. Enfin, je pense que vous l'avez énormément subi, hein. Mais en plus, quand tu te dis, on a pris la décision de continuer malgré tout, et on s'inflige. Finalement, tu te dis, on s'inflige encore des souffrances, quoi. Oui, on décide, on dit allez, on y va. Oui, il y a encore une petite maîtrise en fait dans le fait de décider de continuer, et ça aide. Ça aide. Ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, parce qu'en plus de ça, je suppose qu'ils sont tellement peu confrontés à ce type de situation qu'il y a un moment où ils n'ont pas forcément non plus des solutions extensibles. Enfin, ils ont un plan B, mais ils ont peut-être pas de plan C, quoi. Non, d'autant que quand on a voulu négocier notre contrat avec l'agence américaine, donc la dernière agence, et qu'on a commencé à discuter qu'est-ce qui se passe en cas d'échec et qu'est-ce qui se passe en cas de rematch, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vous repayer? Ils nous ont écrit non, mais ça n'arrive pas, non, mais non. Et nous, je me souviens, on s'est dit bon, ça va pas nous arriver 2 fois. On ne va pas une troisième fois arriver à 3 échecs et donc devoir changer ma porteuse. Ce qui fait que quand on est arrivé aux 3 échecs avec Beverly, avant qu'elle nous dise oui, je veux continuer, on s'est dit mais si ça se trouve, l'agence va nous planter. C'est plus dans le contrat, ou on va devoir recommencer. Donc elle ne reproposera pas quelqu'un,
puisqu'on est arrivé à l'option qu'on a envisagée avec eux et qu'ils n'ont pas voulu contractualiser parce que ça n'arrive jamais. Oh là là là. Donc, ouais. Ouais, oui, puis en plus, je pense que vous, de par votre métier, forcément, à un moment donné, vous bardez, en fait. Non, et ça vous rassure? On n'est pas en position de force. En fait, exactement, c'est le pire. C'est du fait de notre métier, on a conscience de ce qu'il y a dans les contrats, mais du fait de notre statut de demandeur et de celui qui veut une mère porteuse, on n'a pas discuté. On est les plus mal chaussés. Hein. Nous, je peux dire qu'on a des copains qui ont discuté plus leur contrat. Nous, on s'est dit non, nous, tout ce qu'on veut, c'est ok. Bon bah d'accord, bah tant pis. Bah écoute, on espère qu'effectivement, ça se posera pas la question, parce que sinon, bah on verra bien. Ils pourront nous demander ce qu'ils voudront. Bah on verra bien. Non, donc je pense que notre contrat n'était pas le plus bordé du tout. Par contre, on était peut-être très conscient des limites du contrat et de ce qui risquait de se passer si les hypothèses que personne n'a voulu envisager, parce qu'elles sont trop rares, se présentaient vraiment. Ouais. Donc tout ça ne donne pas envie de recommencer, de se remettre dans ce stress, c'est sûr. Non, mais c'est clair. Là, vous êtes passé sur une autre étape de vie et je comprends complètement oui, que... Tout ce match, et moi, j'avoue qu'en tant que fils unique, j'aurais bien aimé que Gaston ait des frères et sœurs. Mais je vis très bien le fait qu'il n'en aura pas. Bah moi aussi. Hein. Là, c'est comme ça. Exactement, c'est comme ça. On a nos choix aussi, l'autorité parentale. C'est pareil que pour tout ce qu'on lui expliquera, on dit c'est notre choix. Alors on lui expliquera qu'on est peut-être de l'âge, on lui expliquera pourquoi. Mais c'est notre choix de fait. C'est nous qui sommes en position de décider de la composition de la famille. Et donc, c'est notre choix. C'est comme ça. Il faut aussi prendre en compte l'intérêt de l'enfant à venir, qui va arriver avec des papas qui seront pas au point d'en faire un autre. L'intérêt de l'enfant ne va pas être juste au point. Non, mais je veux dire, c'est aussi. Non, de l'enfant à venir. Ouais. Oui, pardon. Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, moi, là, actuellement, j'ai 41. J'ai 41 ans. Honnêtement, bon, alors c'est peut-être parce que j'ai les nuits des triplés dans les pattes qui ne les font presque toujours pas, mais je me relancerai pas dans des nuits. Je veux dire, si on avait eu l'idée de faire un petit 5e, rien que les nuits des triplés, elles nous ont vaccinés. Ça, pourtant nous il la change. Non, mais voilà, mais je pense que l'expérience de chacun nourrit sa décision ou pas. C'est ça. Nous, on a pas de problème sur les nuits. Donc, on peut pas tout avoir. Non, depuis une semaine. Voilà, on va savoir pourquoi. Mais nous, on n'a pas d'enfant, c'est nourri par. C'est le projet. Non, par l'âge. L'âge, le projet. Non, le projet. Oui, mais même je vais pas la fait que 45 ans. Et puis oui, parce qu'on a encore 10 ans à devoir faire du foot dans la cour. Donc... Déjà, quand je cours avec lui dans les bras et qu'il me dit pourquoi t'arrêtes, je dis je suis vieux donc. Non, moi aussi. Je peux aller plus loin. Bon, ça va quand même, vous n'êtes pas des papas hyper âgés. Là, on cumule la fatigue des 2 dernières années, donc l'absence de reprise en main. Donc... Non, on voit qu'on est moins alerte que des papas un peu plus jeunes que nous qu'on fréquente. Je pensais qu'on rebondirait plus vite. Tout le monde disait oui, c'est normal, c'est le début. Je sais pas quand est-ce qu'il s'arrête le début là. Non, mais attends. Moi, ça me paraît pas anormal. Je veux dire, on le dit, le postpartum dure 3 ans, quoi. Ah ouais, bon voilà. Alors, ok. Comme on n'a pas vécu l'accouchement, on aurait dû gagner quelques temps. Hein. Vous avez pas vécu la grossesse qui fatigue le corps. Ouais. Mais quand même. Je veux dire, il y a tout l'après, quoi. Il y a tout. Et puis vous avez vécu un parcours qui, certes, ok, vous n'avez pas porté l'enfant, mais vous avez toute la fatigue psychologique. Et ça, c'est épuisant de votre parcours. Oui, mais c'est vrai. Si, c'est vrai. Oui, c'est épuisant. C'est épuisant. Moralement et physiquement. Hein. Le corps prend un coup. Hein. C'était vrai. Je pense que ça a joué sur pas mal d'autres aspects, d'ailleurs, de notre vie personnelle et professionnelle, j'imagine. Mais bon, si c'est 3 ans, ça va, on arrive au bout du tunnel. Oui, voilà, c'est 3 ans. En 2023, on fera du sport, on va se mettre en maillot, sur Instagram, voilà. Non, mais de toute manière, il y a un temps pour tout, hein, honnêtement. Je veux dire, c'est normal qu'il n'y ait pas de reprise en main parce qu'il y a un moment donné où toute votre énergie est focalisée sur votre enfant. Quand votre enfant demandera moins d'énergie, vous en aurez à nouveau pour vous. C'est une question de rythme et de temps disponible, hein, honnêtement. Exactement. Mais d'énergie, c'est vrai que c'est surtout de l'énergie. L'énergie dans rien d'autre que ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'il en demande beaucoup et puis après, vous vous rechargerez petit à petit et vous verrez que la vie reprend son cours. Bon. En tout cas, du tunnel. Voilà.
En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages, les 2 enregistrements du coup. Je pense que c'était hyper important. Je dis pas que j'enregistrerai déjà parce que j'ai pas eu de proposition de témoignage, mais je pense pas que j'enregistrerai d'autres épisodes autour des difficultés qu'on peut rencontrer sur une GPA parce que comme vous l'avez dit, la plupart du temps ça se passe bien. Mais c'est hyper important quand on est confronté à ces situations d'avoir le témoignage d'autres personnes pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas maudit. C'est ça arrive. C'est la loi de Murphy un peu parce que vous avez cumulé, mais ça arrive. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cela fait plusieurs semaines que j'arrive à vous diffuser des épisodes enregistrés avec des papas. Et cela me fait vraiment plaisir parce que je n'arrivais pas à atteindre ces familles. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai essayé bien des fois. Il m'aura fallu 3 ans de diffusion hebdomadaire pour que la confiance s'instaure et que maintenant, les papas me confient leurs histoires. Et je le comprends. Parce que comme le dit l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Il ne faut pas oublier que leurs parcours sont encore clandestins, qu'obtenir les documents d'officialisation de leur famille dépend encore trop de la bonne volonté de juges et de la stabilité des lois. Alors c'est paradoxal, me direz-vous, parce qu'il faut aussi que les lois avancent, clairement. Et surtout pour les familles G et T, bien trop souvent exclues des débats. J'ai peut-être une vision trop ambitieuse en pensant que visibiliser toutes les familles peut faire la différence, faire changer quelques esprits de position et ainsi faire avancer la sécurisation de ces familles. Si vous aussi vous souhaitez témoigner de votre parcours, n'hésitez pas à me contacter pour que nous discutions de la faisabilité de vos envies. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire par le biais de la page Steady du podcast, dont le lien se situe en bio du compte Instagram @lesenfantsvontsbienpodcast. Si vous souhaitez me soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien quel qu'il soit est précieux, vous pouvez aussi donner au podcast plus de visibilité, notamment en partageant la page Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.